36. Ouais, merci Caroline de rappeler, ouais, quand vous mettez des questions et des commentaires, pensez bien à checker les paramètres pour voir si tout le monde peut le voir. Et ouais, c'est plus cool si on peut tous suivre bien les questions en même temps. Bon, moi, de toute façon, je l'ai paramétré comme ça, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Par défaut, du coup, ok. Ouais, il ne devrait pas y Moi, avoir de moi, par problème. défaut, c'est ok, panéliste. Exactement. Euh, on attend encore une petite minute et après, je vous propose de démarrer. Yes, on est une quarantaine. Bonjour à tous. Hop, je vous mets le plein écran. C'est bon, je suis en plein écran? Yes, ça marche. Nickel. Eh ben, bonjour à tous, bienvenue sur cette édition de Ask Me Anything. On va aujourd'hui parler de nos tips pour résoudre les pain points les plus récurrents d'une équipe produit. N'hésitez pas dès maintenant à rédiger dans la section questions-réponses les pain points que vous rencontrez. Comme ça, on pourra, avec Guilain, rebondir dessus en deuxième partie de séance. Je vais me présenter. Moi, c'est Caroline. Je suis Product Manager chez Advisory et j'interviens actuellement en mission au sein d'une mutuelle française pour laquelle je développe un nouveau CRM. Et je co-anime du coup cet atelier avec Guilain. Je te donne la main, Guilain. Yes, alors moi, Guilain, je suis Scrum Master chez BAM. Ça fait un an et demi que je travaille chez BAM. Et donc, on va vous présenter nos entreprises tout de suite. Juste un petit mot pour compléter, Caroline. On vous a laissé nos adresses mail là sur cette page d'accueil. N'hésitez surtout pas à nous contacter s'il y a des points que vous voulez creuser ou qu'on parle de vos problèmes à vous dans vos équipes produits. On sera dispo. Alors rapidement, Advisory, on est un cabinet de conseil spécialisé en produits. On est des product managers, des product designers, des coachs produits. Et notre objectif, c'est de transformer les équipes de nos clients en mode agile et de délivrer des produits digitaux à succès et à forte valeur ajoutée. Yes, du coup, moi, je viens de BAM. Alors, BAM fait partie d'un startup studio qui s'appelle M33, dont la startup la plus connue est Théodo. Et notre vision chez M33, c'est de couvrir toutes les technologies et tous les métiers dont nos clients peuvent avoir besoin pour développer leurs produits digitaux. Donc, on a Théodo qui fait du web. Nous, chez BAM, on est spécialisé en mobile et en design. On a aussi une branche data qui s'appelle Sikara. Une entreprise Paddock qui fait de l'infrastructure, donc du DevOps. Donc nous, nos métiers chez BAM, plus spécifiquement, c'est de faire du développement mobile. Donc on fait aussi bien de l'hybride que du natif et du design. On travaille pour tout type de clients, donc des grands groupes comme BNP, Safran, des startups et des ONG. Et on est un peu plus de 80 là. On a été créé en 2015. Voilà. N'hésitez pas à Ok. aller voir sur nos sites respectifs si vous voulez plus d'infos. Alors, pour partir de la base, une équipe produit sous Scrum, c'est quoi? C'est trois grands rôles. On a un product owner qui va définir le produit répondant aux attentes des utilisateurs, le Scrum Master qui va plutôt avoir pour rôle de faciliter les échanges et l'amélioration de l'équipe, et l'équipe de réalisation qui, elle, va réaliser le produit, le meilleur produit possible. Donc, dans équipe de réalisation, ça englobe bien évidemment les développeurs qui vont développer les US, aussi le product owner qui va réfléchir au parcours, à l'ergonomie du produit. Et quand l'équipe a de la chance, il y a un quality analyst qui va s'assurer du delivery, de la qualité du delivery. Une équipe produit, du coup, c'est une équipe pluridisciplinaire qui travaille en itération et qui, à la fin de chaque sprint, livre un incrément produit qui est testable et utilisable. Ok. Et voilà. Et du coup, pour compléter ce que tu dis, Caroline, là, l'objectif de cette session, c'est pas de vous expliquer en théorie plus précisément comment fonctionne une équipe Scrum, mais c'est vraiment de vous partager des situations super concrètes qu'on a vécues sur nos projets respectifs. Et donc, encore une fois, n'hésitez pas à interagir en cours d'explication de ces situations qu'on a vécues. Puis on a 15 minutes, quoi qu'il arrive, à la fin pour une petite session de questions-réponses. Voilà. Alors, je démarre avec le premier pain point. Donc, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent chez BAM. Donc, faire un daily qui nous permet de réussir nos journées. Donc, un daily, c'est le moment en fait d'organisation de l'équipe très souvent en début de journée dans lequel
on prépare le succès de la journée et chacun explique ce qu'il va faire. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est un moment qui peut très vite devenir un moment de reporting peu intéressant, où les gens ont le sentiment de perdre leur temps et pas vraiment réussir à avoir un plan pour réussir leur journée. En fait, ce qui cause ce genre de situation où on a plutôt l'impression de déballer une to-do, c'est le fait de ne pas avoir d'objectif d'équipe qui est vraiment très clair, ni des moyens, ni de réflexes d'anticiper les problèmes. Donc, j'ai 2 conseils à vous donner en fait pour améliorer vos délits et c'est ce qu'on essaye de faire sur nos projets chez BAM. C'est tout d'abord réfléchir à quel est votre objectif prioritaire. En fonction des équipes, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être livrer à telle date un ensemble de fonctionnalités. Ça peut être avoir un plan d'amélioration de la qualité, donc par exemple réduire la dette technique. Ça peut être un plan de progression. Et en fait, une fois que vous êtes bien aligné en tant qu'équipe sur votre objectif principal, il faut que vous créez des indicateurs visuels que vous pouvez regarder en équipe au daily et qui vont vous montrer en fait si vous êtes on track pour réussir ou non cet objectif. En fait, il faut qu'on puisse voir les problèmes. Donc, je vous ai mis un petit exemple en photo. Je ne sais pas si c'est suffisamment zoomé. J'ai peur que ce soit un peu petit. Mais par exemple, là, l'équipe en question avait un problème, c'est qu'elle avait énormément de dépendance à des équipes externes pour réussir sa livraison. Et donc, ce que j'ai voulu vous mettre, c'est un tableau de dépendance dans lequel on voit pour chaque dépendance qui est mis en cause, quelles sont les actions en cours, quelle est la date de levée de dépendance prévue. Et comme ça, en daily, on se met face à ce tableau et s'il y a le moindre problème, c'est une date qui est passée ou une action qui n'a pas été faite, on le voit tout de suite. Donc, il n'y a pas de solution miracle, mais vraiment, posez-vous la question de quel est votre succès et comment est-ce que vous pouvez voir si oui ou non vous êtes en train de le réussir, quoi. Moi, un pain point que j'ai rencontré, c'est l'utilisation de jargon métier. Typiquement, ça va arriver en fonction du secteur d'activité dans lequel vous travaillez. J'ai pu travailler en banque, en assurance et là, je travaille en mutuelle. Et c'est vrai que mes démarrages de mission, ils ont souvent été compliqués parce que j'ai rapidement été bloquée par le vocabulaire utilisé. Je me suis même rendu compte que parfois en réunion, il y avait beaucoup d'acronymes utilisés et au sein d'une même équipe, les acronymes ne voulaient pas forcément dire la même chose. Typiquement, je prends le cas de CM. Pour certains, ça voulait dire Community Management. Pour d'autres, ça voulait dire campagne marketing, alors que pour d'autres, ça voulait dire carte mutualiste. Donc, la petite pratique à mettre en place et qui est assez intéressante, c'est un glossaire métier dans lequel vous recensez vraiment tout le jargon métier, tous les acronymes que vous pouvez rencontrer en atelier ou en réunion et de le partager à toute l'équipe. Comme ça, vous êtes sûr que tout le monde a la même base et les mêmes références. Et ce petit tips, en fait, vous pouvez aussi l'appliquer sur le champ lexical du produit parce que même si vous êtes dans une organisation qui est assez mature en agile, vous pouvez avoir des nouveaux arrivants qui n'ont pas forcément travaillé en agile et pour qui ce petit glossaire sera assez intéressant. Un deuxième point, c'est une démo doit rester une démo. Je pense que beaucoup de product owners ou alors des devs ont dû subir cette situation. C'est que parfois, en fait, vous êtes en démo et votre démo, ça ressemble plus du tout à une démo et vous êtes un peu en mode liste au Père Noël de fonctionnalités rêvées. Donc, pour rappel, bien sûr, une démo, on cherche dans cette cérémonie à montrer les évolutions développées sur le sprint qui vient de se terminer. Et il faut éviter que le scope sorte de ça. Donc, il ne faut pas hésiter à recentrer les participants sur l'objectif de la cérémonie. Et si vous voyez que vraiment, il y a un point d'accroche qui persiste et qui fait débat, il ne faut pas hésiter à préparer, à mentionner que vous allez placer un point ad hoc pour recueillir le besoin, le creuser et voir comment vous allez l'implémenter dans votre roadmap et vos sprints futurs. Yes, merci Caro. J'enchaîne. Un pain point qui nous arrive très souvent, c'est comment faire progresser l'équipe technique en fait à chaque difficulté qu'elle rencontre. Je vous ai parlé en début de webinaire de comment est-ce qu'on clarifiait le succès et comment est-ce qu'on faisait en sorte de voir les problèmes. Et maintenant, la question qui se pose, c'est une fois que j'ai un problème qui arrive, comment je réagis. Ce qu'on remarque en fait, c'est que si l'équipe réagit pas, et ce qui est la norme en fait dans les équipes produits, l'équipe en fait elle va rencontrer très souvent les mêmes problèmes et in fine, ça va mettre en danger en fait la réussite de ses objectifs.
Et en fait, il y a deux causes à cela, à la non-réaction de l'équipe. La première, c'est euh, elle ne voit pas les problèmes. Donc évidemment, si elle ne les voit pas, elle ne peut pas réagir. Donc par exemple, si je vous dis que l'objectif du développeur, c'est de livrer telle fonctionnalité, par exemple le login ce soir, bah, demain matin en daily, on sera capable de savoir si on a réussi ou non, et si c'est pas le cas, de réagir. Et la seconde cause qui empêche les équipes de réagir, c'est un biais de confiance. Donc, elles peuvent voir les problèmes, mais se dire bon, j'ai rencontré un problème isolé dans ma journée, ça va pas se reproduire, j'ai pas envie d'investir du temps de production à essayer d'enquêter et de corriger ce qui m'est arrivé. Donc là, gros warning, il faut surtout pas rentrer dans ces deux biais-là. Donc nous, il y a une petite méthode qu'on utilise qui est assez efficace, c'est de faire en fait des résolutions de problèmes tous les jours dès qu'on rencontre des problèmes. Et pour ça, on utilise un framework qui s'appelle Piscar. Je vous ai mis un petit exemple à droite qui a une résolution de problème assez simplifiée pour essayer de vous montrer la démarche, mais bien sûr, c'est pas exhaustif, quoi. Donc, par exemple, si mon développeur, le problème qu'il a rencontré, c'est qu'il n'a pas réussi à livrer son ticket sur le parrainage sur lequel il s'était engagé hier. On va d'abord en fait se poser la question de l'impact de ce problème pour savoir si c'est un problème qui vaut le coup d'être résolu ou pas. Parce qu'évidemment, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Donc là, l'impact, c'est qu'il y a 3 points de retard sur le sprint prévu, donc ça correspond à un jour homme, donc c'est assez impactant. Il y a un risque sur la livraison de telle fonctionnalité, donc le parrainage qui est attendu à une date précise par notre client. Il peut y avoir par exemple une campagne marketing associée, et c'était le cas en fait pour le parrainage. Du coup, l'impact est hyper important. Et une fois qu'on a clarifié le problème et l'impact, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et pour ça, la meilleure manière qu'on a, en fait, c'est de regarder le standard qui a été cassé. Et pour regarder un standard, une manière qui marche bien, c'est de dessiner un flux. Donc là, ici, je vous ai mis le dessin d'un flux de toutes les étapes que traverse un ticket en fait, dans une journée entre le daily, le développement, les tests, la pull request, les tests en staging, la mise en validation. Et en fait, une fois qu'on dessine ce qui s'est passé, enfin la situation telle qu'elle aurait dû être, on peut commencer à réfléchir là où on a rencontré des problèmes. Et donc là, je vais aller très vite pour pas, parce qu'on n'a pas énormément de temps pour aller très en détail, mais sur ce problème-là, par contre, on voit qu'il y a eu une croix rouge sur l'étape à valider. Donc là, mon réflexe, ce serait d'aller voir mon développeur et lui dire, bon, alors qu'est-ce qui s'est passé à cette étape à valider? Donc là, à ce moment-là, dans les hypothèses de cause, on a envie d'aller au fond de trouver la cause racine. En fait, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est de poser hyper souvent la question pourquoi. On parle des 5 pourquoi, mais bon, c'est un peu subjectif. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller au fond du problème. Et donc là, dans ce cas précis, le dev m'avait répondu, c'était hier, bah oui, j'ai pas livré ma feature parce que j'ai rencontré j'ai eu un retour de validation. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un problème de design sur iPhone X. Pourquoi? En fait, parce qu'elle n'avait pas de maquette qui était prévue par le designer de l'équipe sur le grand écran. Et du coup, en allant jusqu'au fond du problème, on a pu se poser la question de notre process design, impliquer le designer, le PO, et on est en train de mettre en place des nouveaux process pour que les maquettes soient bien validées avant que les développeurs les engagent. Voilà, c'était un peu rapide, mais en un mot, ne pas laisser les problèmes passer en se disant ça n'arrivera plus parce qu'en fait on rencontre toujours les mêmes problèmes, et prendre des actions super concrètes pour essayer de les tacler au plus vite, c'est le meilleur moyen en fait in fine de faire accélérer l'équipe, même si c'est un investissement en temps de quelques dizaines de minutes par jour, quoi. Moi, j'enchaîne sur un autre point, c'est de penser à donner de la visibilité régulièrement. Là, je vise notamment tous les PO qui, c'est vrai que quand on est PO, on a surtout la tête dans son delivery, dans ses sprints, sur sa roadmap, et on ne pense pas forcément à donner de la visibilité à grande échelle. Donc, quelque chose qui est plutôt, qui marche bien, c'est de mettre en place une instance de fréquence à tous vos sprints. Et l'objectif, en fait, c'est de réunir tous les interlocuteurs qui travaillent sur le produit pour donner de la visibilité à court terme. Donc, votre sprint en cours, il y a toujours des réflexions à chaud. Et aussi donner de la visibilité sur du moyen terme. Je pense que grand maximum, 3 mois, c'est déjà pas mal. Aller jusqu'à 6 mois, ce n'est pas forcément nécessaire, sachant que vous savez que votre roadmap, elle tend à évoluer par trimestre. Une autre pratique intéressante, c'est avant de démarrer votre sprint, d'envoyer un mail qui récapitule tout le périmètre de vos sprints, les grands jalons ou les grandes fonctionnalités. C'est pas très compliqué à faire, c'est rapide à faire, et en plus, vous pouvez le diffuser vraiment très largement. Et enfin, quelque chose que j'ai mis en place très récemment,
et ça m'a vraiment changé la vie, c'est de mettre à disposition la roadmap dans un espace partagé qui soit consultable vraiment par tout le monde et d'éviter en fait de tomber dans l'envoi d'emails avec la mise à jour d'une roadmap et de faire du versionning sur des roadmaps parce que déjà vous allez vous perdre, vous savez plus où est votre dernière version et au moins en fait avoir cet espace partagé, ça permet à tout le monde d'avoir la même vision au même instant et vous unifier vraiment tous les retours de tout le monde. Yes, je réagis juste à ce point-là, du coup, sur la Ouais. visibilité. Quelque chose qui marche très bien aussi, et qu'on essaie de faire dans nos équipes, c'est de faire des daily mails. Donc, en fait, c'est tout simplement après le daily, donc le moment d'organisation de l'équipe, envoyer l'état d'avancement de l'équipe sur le sprint à tous les stakeholders. Et ça, on a remarqué que c'était un mail dont ils étaient assez friands et ça leur apportait souvent les réponses aux questions qu'ils pouvaient se poser sur l'avancement de l'équipe, quoi. Mm. Voilà. Après, je pense que ça dépend beaucoup des équipes et certaines apprécieront beaucoup de mails tous les jours. D'autres préféreront, je pense, d'espacer ce genre de mails. Mais c'est vraiment, à mon avis, en fonction des équipes. Ok. On passe au pain point suivant. Du coup, alors là, c'est un pain point qui nous arrive très souvent dans l'étape du backlog refinement. Donc, c'est le moment où on découpe une fonctionnalité en tickets que les développeurs vont pouvoir embarquer au sprint suivant. En fait, le pain point qu'on a rencontré, qu'on rencontre beaucoup dans cet événement, c'est les edge cases, donc les cas limites qui sont oubliés. Mm. Donc, je vous ai rappelé les 6 objectifs d'un backlog refinement sur la partie gauche. Et en fait, on s'est rendu compte que dans cet événement, donc, qui est prévu par le Scrum, en fait, on remplit seulement 2 des 6 objectifs. Donc, on arrive à mesurer la complexité de la feature et la conception est validée par le PO parce que c'est lui qui la rédige en découpant en tickets. Mais on est incapable de dire, quand on regarde notre backlog de tickets à la fin d'un backlog refinement, s'il n'y a pas de cas limites qui sont oubliés. Très souvent, on ne sait pas dans quel ordre les tickets vont devoir être embarqués ensuite pour que ce soit facilement et rapidement implémenté par un développeur. En recette, idem pour le product owner, c'est très difficile de savoir si quelque chose enfin, un bug qu'il observe est un vrai bug ou un cas qui n'a pas été développé volontairement en phase de conception. Et il n'a pas vraiment de documentation non plus à la fin des développements. Et ça, c'est un énorme impact, en fait, toutes ces choses qu'on n'arrive pas à faire en backlog refinement parce qu'en fait, on livre des fonctionnalités qui sont moins bonnes en termes de qualité et ça a un énorme impact sur les délais aussi. Parce qu'évidemment, on se rend compte qu'il y a des nouveaux cas qu'on n'a pas développés, donc on remet en place une nouvelle itération avec des nouveaux développements sur la même feature, donc c'est un gros coup de rework. Quelque chose qui nous a changé la vie pour ça, c'est de mettre en place des ateliers de conception fonctionnelle avec une utilisation des standards BPMN, donc à la place du backlog refinement. Donc en 2 mots, ce qui change, c'est que c'est plus le product owner qui écrit les user stories, mais par contre, dans l'atelier de conception, on dessine avec le product owner la fonctionnalité sous forme de schéma. Donc c'est un schéma qui est standardisé. Donc, je vous ai mis la légende juste en dessous. Et le fait que ce soit standardisé, ça permet que ce soit compréhensible par tous. C'est-à-dire qu'on ne va pas inventer des nouveaux symboles. Chaque symbole a sa signification. Et en fait, on va s'accorder sur un contrat. En fait, ce schéma va faire objet de contrat entre le product owner ou le stakeholder et l'équipe technique. Et on va pouvoir détailler tout le flux de la fonctionnalité, les interactions entre les différentes parties externes, enfin services externes de votre app et votre front, les interactions entre votre front et votre back, les branchements conditionnels, les branchements exclusifs. Et ça nous a vraiment énormément aidé à ne plus jamais oublier de edge case, ou en tout cas, s'ils sont oubliés, à se dire, bon, ok, on n'avait pas prévu ce cas-là, mais on s'était accordé pour développer ça de cette manière-là. Et donc, il n'y a pas de litige, entre guillemets, entre des parties prenantes et l'équipe technique. Donc ça fait vraiment l'objet d'une formation dédiée que nous, on se fait chez BAM et qui dure 1 heure. Donc, je ne vais pas pouvoir entrer plus en détail ici. Mais je vous invite vraiment à lire de la littérature sur ce sujet. Et n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez qu'on en parle de manière plus approfondie à un autre moment. Moi, en complément, en fait, cette technique, je l'utilise quand, par exemple, j'ai une fonctionnalité qui a pas mal de branches dans l'arbre de décision. Et ça m'aide beaucoup dans la rédaction des user stories.
Donc c'est aussi une bonne pratique à ce niveau-là, je pense. Et en plus, c'est quelque chose qui se diffuse très largement et qui est simple à comprendre. Alors, le versioning est ton meilleur ami. Pourquoi j'ai mis ce pain point? Parce qu'en fait, moi, je suis arrivée dans une équipe où le product designer faisait pas forcément de versioning sur ses maquettes. Et du coup, en fait, le développeur se retrouvait au démarrage du sprint avec une maquette figée qui correspondait complètement aux spécifications de l'US. Mais en milieu de sprint et en fin de sprint, en fait, la maquette évoluait. Et du coup, il y avait un énorme écart entre la spécification et ce qu'il avait en maquette de base. Donc du coup, très clairement, le versioning, ce n'est pas une option. La maquette, il faut vraiment qu'elle soit figée pour un sprint donné. Et si le product designer veut faire une évolution de parcours, améliorer l'ergonomie, il n'y a pas de problème. Mais du coup, plutôt se lancer dans une partie, dans une V2, une V3, une V4, et pas impacter en fait les maquettes initiales. Parce qu'en fait, vous allez perdre beaucoup de temps. Vous allez avoir beaucoup d'allers-retours entre votre équipe de développement, votre product designer et vous, PO. Et du coup, c'est du temps perdu pour toute l'équipe. Yes, on va passer au pain point suivant, du coup, faire progresser l'équipe en rétrospective. Donc ça, c'est un problème qu'on a rencontré donc sur le projet sur lequel je travaille en ce moment. C'est qu'on s'est rendu compte en fait que très souvent en rétrospective, donc on utilisait un format hyper traditionnel où chacun arrive avec des post-it, bon, ce que j'ai apprécié dans le sprint, ce que je vois comme point d'amélioration. Dans ce format-là, en fait, on n'arrivait pas à aborder des sujets de fond. Et surtout, très souvent, on abordait des sujets qui concernaient uniquement l'équipe technique et pas l'équipe dans son ensemble avec le product owner qui faisait l'effort de venir en rétro. Et du coup, l'impact de cela, c'est qu'en fait, on perd une bonne occasion de faire progresser l'équipe et de vraiment réfléchir sur notre organisation, quoi. Et il y a un outil qui nous a beaucoup aidé à progresser là-dessus, que je voulais vous partager. Donc, c'est le Spotify Squad Health Check. Donc, c'est un outil de rétro qu'a développé les équipes techniques de Spotify. Et en fait, très concrètement, il y a 11 sujets en fait, qui sont prédéfinis à l'avance. Je vous en ai mis les cartes sur la slide. Comme par exemple, est-ce que c'est facile de le délivrer, de faire des mises en production? Est-ce que l'ambiance de l'équipe est fun? Est-ce qu'on est aligné sur la mission de notre projet? Est-ce qu'on travaille bien en équipe? Et chacun des développeurs va voter en fait sur chacune de ces cartes. Est-ce qu'il pense que c'est un sujet où ça se passe bien? Est-ce qu'il pense que c'est un sujet où on peut s'améliorer, ou est-ce qu'il pense que c'est un sujet qu'il faut urgemment prendre en rétro et prendre des actions, quoi. Ça nous a vraiment aidé en fait, à prendre du recul et à prendre des actions qui vont tacler des problèmes beaucoup plus larges. Je vais vous donner un exemple. Dans les formats de rétro qu'on utilisait en amont, les sujets qui revenaient le plus souvent, c'est par exemple, j'ai rencontré tel problème dans mon développement. Par exemple, il y avait de la dette technique sur ce ticket, ça m'a fait perdre 2 heures, c'était vraiment pas agréable. Et depuis qu'on a mis en place ce sujet, ce format, pardon, on a des discussions qui vont être chaque semaine sur une des cartes, qui est celle qui a recueilli les votes les plus les moins bons. Et on va vraiment essayer d'aller plus loin que le ressenti du développeur qui aurait pu mettre un post-it dans la version précédente. Par exemple, un problème qui revenait très souvent dans notre équipe en janvier, c'était pawns or players. Est-ce qu'on se sent en fait honneur de notre backlog? Est-ce qu'on se sent vraiment investi dans les recommandations, ou est-ce qu'on est juste des pions sur un jeu d'échecs et on fait ce qu'on nous dit, quoi, des exécutants? Et en fait, en creusant vraiment à fond ce sujet, on a pu prendre plein d'actions pour l'améliorer. Par exemple, ce qui manquait aux développeurs, c'était vraiment d'avoir du feedback sur leur développement pour voir s'ils en avaient atteint les objectifs business. Ce qui leur manquait, c'était aussi des moments où ils pouvaient faire leurs recommandations de features parce qu'ils avaient le sentiment qu'elles n'étaient pas écoutées. Et en fait, je pense que c'est des sujets qu'on n'aurait pas eu l'idée d'aborder en rétro si on n'avait pas eu la carte sous les yeux qui nous imposait en fait de vraiment nous poser la question, quoi. Donc, il y a plein de formats de rétro qui existent. Je ne dis pas que c'est celui-là qui est le meilleur, mais dans certains cas, quand vos équipes ont du mal à prendre du recul, ce qui était notre cas, c'est super efficace. Un autre pain point, alors là, ça embête souvent les product owners et malheureusement, ça arrive bien trop souvent, je trouve. C'est quand les parties prenantes décident de modifier votre sprint en cours.
Typiquement, vous démarrez votre sprint, votre périmètre est bien défini et il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit il faut absolument que tu ajoutes cette fonctionnalité à ton sprint. Pour ça, deux choses. La première, c'est creuser l'urgence de cette nouvelle fonctionnalité qui arrive de nulle part. Parce que très souvent, en fait, c'est pas si urgent que ça et ça peut largement attendre un sprint. Deuxième point, si vous êtes vraiment dans l'obligation de le faire, c'est souvent parce que c'est un sujet politique, hein, ça vient de la hiérarchie. Et du coup, les bonnes pratiques, c'est rassembler son équipe assez rapidement pour partager la nouvelle, faire l'analyse technique et chiffrer le ticket pour ensuite déscoper des US sur lesquels les développeurs n'ont pas encore travaillé afin d'embarquer cette nouvelle fonctionnalité. Ce que je mets dans mon petit stop, c'est que certes, en agile, on accueille le changement, mais en cours de sprint, c'est pas une bonne pratique. En fait, il faut vraiment que ce genre de situation, ça soit très, très ponctuel et je pèse mes mots parce que pour une équipe produit, faire des changements comme ça, en fait, ça n'a pas un impact neutre. D'ailleurs, c'est énormément de travail. C'est des choses qui ne sont pas prévues et qui changent toute une orga sur un sprint en très peu de temps. Donc, oui, parfois ça va vous arriver, parfois vous n'allez pas avoir d'autre choix que de le prendre en compte, mais il faut que ça reste très très rare parce que si en fait vous commencez à donner ces habitudes à vos interlocuteurs, en fait ils vont prendre l'habitude de modifier votre sprint à chaque fois et du coup vous allez vous retrouver dans une situation inconfortable beaucoup trop régulièrement. Hop. Yes, on termine. Je viens de voir qu'il y a des questions en commentaire. Je suis désolé, je ne les ai pas vues en cours, mais du coup, c'est plus vraiment le moment d'y répondre. Je pense qu'on repassera sur les commentaires aussi en fin de session, hein. On a presque fini. Ouais, pain point suivant que je voulais vous partager, c'est un cas qui arrive hyper souvent. C'est les stakeholders qui sont inquiets sur la vitesse de delivery de l'équipe et qui vont engager en fait l'équipe à prendre un nombre de points supérieur à la capacité en fait réelle de l'équipe dans le sprint. Ça, l'impact est assez fort parce que du coup, l'équipe technique se retrouve dans une situation stressante où elle se trouve mise dans une situation d'échec possiblement. Et en fait, au fond, on se voile la face. Ça implique des grands problèmes de visibilité parce que si on embarque un nombre de points qu'on ne sera pas capable de faire, en fait, on se ment à nous-mêmes et in fine, le produit ne sera pas celui qu'on avait en tête, quoi. Les recos, quand il y a une situation comme ça qui arrive sur votre projet, premièrement, rappelez à votre stakeholders que la célérité, en fait, c'est pas une mesure de l'engagement de l'équipe. C'est pas parce qu'on dit je mets 30 points en plus dans mon sprint que ces 30 points seront faits, mais c'est vraiment une mesure de visibilité. Si on utilise la célérité, c'est pour être capable de dire à telle date, d'après le calcul, tu auras tel produit. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut creuser en fait avec le stakeholder ce qui est inquiet, pourquoi il fait cette remarque-là. Et en fait, il y a deux possibilités. Soit effectivement, il a raison, mais il faut être capable de lui montrer. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est de mettre en place des plans vers le succès. Donc en fait, en deux mots, c'est un plan sur lequel on voit dans chaque sprint les features qu'on a prévu d'embarquer. Elles sont estimées. On voit tous les jalons, les dépendances qui peuvent nous empêcher de réussir. Et ça nous permet en fait de dire à telle date, je pense que tu auras tel produit. Il y a un outil qui est hyper efficace pour faire ça qui s'appelle Splane. On vous a mis des liens en fin de présentation, vous pourrez y jeter un œil. Donc une fois qu'on a construit ce plan, en fait, on est capable de quantifier le problème et de dire à notre stakeholders, OK, en fait, à telle date, effectivement, tu n'auras pas tout le produit que tu pensais avoir parce que l'équipe n'en a pas la capacité. Et donc, on peut réagir à son inquiétude. Et en fait, il y a deux moyens de réagir à l'inquiétude si elle est légitime. C'est premièrement de lui proposer des simplifications, enfin des optimisations de son backlog, sans renier au cœur de son produit, hein, sans enlever des fonctionnalités, mais on peut toujours trouver des moyens d'aller plus vite, de simplifier le contenu. Et le second moyen qu'on peut faire pour le rassurer, c'est de lui proposer un plan d'accélération. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles. Je vous parlais des résolutions de problèmes, qui est un moyen de faire accélérer l'équipe, mais il peut y avoir aussi aider l'équipe à mieux organiser son temps si on voit qu'il y a du gaspillage qui est fait entre différents événements parce qu'il y a du context switching. Enfin, il y a plein de manières d'aider une équipe à accélérer. Mais ça, en fait, vous pourrez le faire une fois que vous saurez vraiment quel est l'impact du problème, une fois que vous l'aurez quantifié.
et que vous pourrez dire à votre stakeholders, effectivement, selon notre plan, le produit qu'on doit livrer, en fait, on le livrera avec une semaine de retard, quoi. Est-ce qu'il y a une question? On regarde. Non. Vas-y, Caroline. Ouais, excuse-moi. Ah oui, un autre point qui est assez drôle, c'est être réaliste dans le scoring des US. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que souvent, je trouve, après c'est peut-être un peu personnel, mais je trouve que parfois les développeurs, ils sont très optimistes dans les story points qu'ils peuvent mettre dans les US. Et du coup, en fait, au final, on se retrouve avec un sprint beaucoup trop gros par rapport à notre capacité. Et du coup, à la fin, on se retrouve à devoir descoper des US et aller remettre dans des sprints futurs. Donc pour ça, pour éviter qu'on vous dise non, mais ça, c'est bon, c'est 5 points, en 5 points, je vais faire 7 US. Faut plutôt instaurer des petits ateliers. Donc il y en a pas mal, hein. Il y a les Tres Amigos, il y a le poker planning, les tailles de t-shirt. L'objectif de ces ateliers, en fait, c'est surtout de s'assurer que votre ticket soit lu par plusieurs personnes de votre équipe, qui soit challengé et qu'en plus, en fait, vous ayez un scoring qui soit fait par plusieurs personnes. Et l'idée, c'est que les personnes qui participent à cet atelier confrontent les story points qu'elles jugent corrects pour l'US et que la décision du scoring de l'US soit vraiment collective. Et derrière, en fait, ça va vous permettre d'avoir une vélocité d'équipe qui soit stable et pérenne dans le temps et sur laquelle vous allez vraiment pouvoir capitaliser et utiliser pour la planification de vos prochains sprints. Yes, juste deux réactions à ce que tu dis, Caroline. Ouais. Nous, il y a un truc qui nous aide dans le scoring des US, c'est de faire des tickets de référence. En fait, du coup, c'est une bibliothèque de tickets un peu type qu'on a sur nos projets. Et en fait, c'est plus simple pour le développeur de se référer à ces tickets de référence pour mettre les points. Et un second truc que je voulais vous partager, c'est comment on réagit en fait aux biais de confiance. Enfin, comment on les détecte. Là, il y a un truc qui marche assez bien, c'est que ce qu'on a remarqué sur nos projets, donc nous, on s'impose toujours de faire des tickets inférieurs à un jour homme sur nos projets. Et un truc qui marche bien, qu'on a remarqué, c'est que très souvent, le développeur, quand la complexité elle est proche d'un jour homme, voire supérieure, il n'a pas envie de le découper en deux tickets parce que il n'a pas envie de découper en deux tickets parce qu'il a la flemme. Du coup, il y a un biais de confiance. Il dit bon, ça va, je vais être capable de le faire en une journée. Et résultat, il n'y arrivera pas, quoi. Du coup, un bon check à avoir en fin d'atelier technique, c'est s'il y a 0 tickets qui sont estimés à plus qu'un jour homme, c'est que quelque part les développeurs se sont mentis à eux-mêmes pendant l'atelier technique. C'est pas mal, c'est un bon tips. Ouais, et dernier pain point que je vais vous partager, c'est comment est-ce qu'on fait prioriser des sujets de qualité à des stakeholders. Ça, c'est un problème qu'on rencontre très souvent, surtout quand les stakeholders sont de métier business, n'ont pas une vision technique, et ils ont plutôt tendance à vouloir prioriser la production, le delivery des fonctionnalités dont ils comprennent en fait tous les enjeux. Et en fait, ça a un énorme impact si on n'arrive pas à prioriser aussi les sujets de qualité. C'est que, premièrement, on va générer de plus en plus de bugs et à terme, on va être incapable de développer des nouvelles features sur la base de code existante. Donc ça arrive dans des projets où il y a des forts enjeux business, où les stakeholders veulent aller vite, ou quand les stakeholders ont des profils qui ne sont pas du tout techniques et qui ne comprennent pas vraiment qui comprennent pas toujours les enjeux de qualité. Un tips que je peux vous donner, c'est de mettre en place des standards en fait d'agilité technique et de réagir dès que vous voyez que ces standards sont rouges. Donc, je vous ai mis un petit exemple de ce qu'on a pu faire sur un projet. Par exemple, un standard de qualité pourrait être, en tant que développeur, je suis capable d'installer mon projet en 15 minutes. Chaque semaine, on mesurait cette case-là et dès qu'on verrait que cette case est au rouge, on essaierait de comprendre pourquoi et de réagir. Pourquoi c'est impactant? Parce que si jamais on ajoute des nouveaux développeurs à l'équipe, on n'a pas envie que ça leur prenne 1, 2, 3 semaines d'installer le projet. Un autre standard de qualité, par exemple, ça pourrait être est-ce que mon code coverage est en augmentation? Donc, est-ce que la part de mon code qui est testé unitairement augmente? Donc ça, c'est voilà. Il n'y a pas de recette miracle. Je pense que chaque projet doit avoir ses standards de qualité. Mais simplement, ce que je veux vous partager, c'est il faut les définir pour pouvoir réagir si jamais on est rouge. Et dernier point, quelque chose qui a super bien marché pour prioriser les actions de qualité
dans des projets où il y avait des forts enjeux de delivery, c'est d'embarquer des tickets de qualité qui font moins de 15 minutes par jour en parallèle de la production. Donc en fait, ça n'a pas d'impact sur la roadmap parce que ça prend que 15 minutes par jour par développeur, donc en fait c'est négligeable. Mais ça permet de faire des grandes choses. Par exemple, sur le projet sur lequel je travaille en ce moment, entre juillet et décembre 2019, on a réussi à faire passer le code coverage de 40% à 95% à force que les développeurs chaque jour embarquent des petits tickets de 15 minutes pour écrire des fonctions, écrire des tests unitaires sur les fonctions. Donc ça, c'est très, très efficace. Moi, pour donner un retour d'expérience sur ce point, je suis arrivée à un moment de mon produit où j'avais deux chartes graphiques qui coexistaient en même temps. Et du coup, en fait, tant qu'on ne prenait pas un ticket pour embarquer toute la revue de la charte graphique sur un sprint, en fait, on se tirait une balle dans le pied parce que les autres fonctionnalités qu'on allait développer, elles allaient être plus longues à développer du fait de ces deux chartes graphiques qui soient embarquées. Là, du coup, en fait, il faut vraiment essayer de parler chiffres à vos responsables, notamment, pour leur montrer que, en fait, si vous ne faites pas des tickets, bon, Guilain parlait de bugs techniques, de dettes techniques, mais même ça se traduit aussi sur du design ou des choses comme ça. En fait, si vous ne prenez pas le temps de faire ces améliorations-là, en fait, vous perdez du temps par la suite. Donc, soit il faut parler chiffres, soit il faut taper un peu le poing sur la table, mais il ne faut pas hésiter à remonter ces alertes parce que sinon, vous allez vous traîner en fait plein de bugs ou alors des temps de dev astronomiques sur des fonctionnalités qui ne devraient pas mériter toute cette concentration. Et le dernier point, et après on passera à la partie section-réponse, question-réponse. Donc le vendredi, tout n'est pas permis. Pourquoi j'ai mis ça en tant que PO ou même en tant que partie prenante, développeur. Enfin, on a tout le temps entendu faut absolument déployer en production le vendredi à 17h. Ça, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? En fait, vous avez beau avoir fait tous les tests nécessaires avant, vous êtes sûr que votre MEP va se passer dans le meilleur des mondes, vous êtes sûr d'y arriver. En fait, on n'est jamais à l'abri d'un bug. Vous pouvez pousser votre incrément produit en production et derrière trouver un bug. Le problème de ça, c'est que vous ne savez pas combien de temps vous allez mettre pour le résoudre. Donc, soit vous avez de la chance et en 1 heure, c'est bouclé et tout va bien. Soit vous passez toute votre soirée à corriger ce bug, voire même le week-end, hein, ça arrivait dans certaines équipes, et du coup vous générez de la frustration auprès de votre équipe de développement. Et en plus, pour votre utilisateur, que vous fassiez une mise en prod le vendredi ou le lundi matin, c'est complètement transparent pour lui. Donc, ayez toujours en tête la loi de Murphy. Il peut y avoir un imprévu et ça peut arriver en mise en prod, mais d'ailleurs, ce cas, il se traduit complètement en démo. Vous avez beau avoir fait tous les tests nécessaires, vous avez vos cas, etc. En démo, ça arrive, vous avez des bugs et ça ne marche pas et vous ne savez pas pourquoi. Donc, du coup, vraiment, essayez d'acculturer le fait qu'une MEP le vendredi à 17h, c'est proscrit et privilégié tous les autres jours de la semaine sans aucun problème, mais le vendredi, c'est proscrit. Donc du coup, avec Guilain, on a fini côté présentation. On va prendre du coup les questions dans la section questions-réponses. Yes, il y en a aussi dans la section commentaires, Caroline. Si tu en vois, je te laisse répondre à la première. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que vous décidez des actions au moment de la rétro ou bien a posteriori, pardon, question de Tiffany. Oui, c'est une bonne question. Nous, ce qu'on fait, c'est on divise la rétro vraiment en deux moments. Donc, il y a un moment de 30 minutes de discussion où on pose tous les problèmes qu'on rencontre en ce moment dans notre équipe. Et vraiment, les 30 minutes suivantes, c'est vraiment un moment de résolution de problèmes en équipe. Donc, on choisit un ou deux problèmes, pas plus. On ne va pas pouvoir tous les résoudre. Donc, on choisit ceux qui sont les plus impactants et on prend vraiment des actions sur le moment, quoi. On n'attend pas le moment. Moi, j'ai une autre question donc, de Pierre-Marie. Qui est responsable d'identifier les tickets de qualité quotidien, un lead tech? Ça, moi, j'aurais tendance à dire que c'est une décision commune. Bien sûr, un lead tech, il sera le plus à même à dire techniquement, il faut qu'on fasse ce ticket pour éviter d'accumuler de la technique. Mais je pense que c'est aussi une décision commune avec l'équipe de développement et avec le PO. Yes, ouais, tout à fait. Pour répondre à ta question aussi, Pierre-Marie,
Oui, effectivement, chez nous, ce sera des lead tech qui vont faire des recos en fait aux product owners ou aux stakeholders en disant voilà, on a remarqué tel indicateur qui est au rouge, c'est un problème pour ton projet parce que si on l'améliore pas, bah tu vas avoir des bugs qui vont être introduits dans ton code de manière exponentielle. Et une fois que ces recours en fait d'objectifs globaux sont acceptés par les parties prenantes, le product owner, eh ben, il va découper en fait le problème global en petites actions de qualité. Donc c'est vraiment lui qui est responsable de cette partie qualité. Ouais. On appelle ça les architectes chez nous, architectes développeurs. Sinon, toujours de Pierre-Marie, je suis pas sûre d'avoir compris le problème et solutions exposées au sujet de la démo. De notre côté, le problème est principalement d'un point de vue de l'engagement entre les équipes qui ne sont pas toujours convaincues de la pertinence de présenter leur travail et participants qui trouvent que le format est peu intéressant, engageant. Avez-vous déjà fait face à cette situation? Moi, la situation à laquelle j'ai fait face, c'est que c'est vrai que mon équipe de développement, à un moment, j'ai plus eu de lead tech. Et donc, j'avais que des développeurs qui s'auto-organisaient pour réaliser les US. Et c'est vrai que quand le lead tech est parti, il n'a pas été remplacé tout de suite. Et du coup, j'ai eu des développeurs à qui ça dérangeait de faire la démo, de présenter les démos. Et du coup, je me retrouvais parfois la veille d'une démo à demander bon, bah, du coup, qui prend le lead pour faire la démo, sachant que moi, je suis toujours en support sur la démo et pour apporter des cas métiers, des compléments d'information. Et, euh, et du coup, c'est vrai que mon équipe de développement, elle avait des réticences à présenter son travail. Après, au niveau des participants qui trouvent le format peu intéressant, peu engageant, bah, en fait, une démo, ça sert vraiment à montrer ce qui a été fait pendant le sprint qui vient de se terminer. Et ça, en fait, c'est aussi une cérémonie qui donne de la visibilité. Donc, si les participants ne trouvent pas ça intéressant, c'est peut-être que parce que les fonctionnalités qui sont présentées n'intéressent pas le métier en question. Ou alors, faut pas, enfin, pour avertir de ce qui se passe en démo, faut pas hésiter à envoyer le support de démo un peu en amont. Comme ça, les participants pourront se connecter ou pas en fonction de ce qui a été embarqué dans le sprint. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Pierre-Marie. Euh, Est-ce que toi, Guilain, tu vois d'autres questions en Enfin, commentaire? moi, ce que je répondrais à un développeur qui me dit, je vois pas la valeur de la démo. Enfin, je lui donnerais des situations hyper concrètes en fait, qu'on a vécues dernièrement où en fait, malgré tous les tests, toutes les recettes qu'on a pu faire, on a continué à détecter des edge cases en démo. Et en fait, c'est un moment qui a énormément de valeur parce que tous les stakeholders regardent le travail effectué et leur regard, en plus de celui de l'équipe, eh ben, il reste précieux pour ça, quoi. Et puis, je pense que c'est aussi un moment de fierté de l'équipe. On montre ce qu'on a développé. Euh, enfin, moi, je trouve que c'est un moment quand même hyper sympa d'un sprint où on célèbre, quoi. On célèbre la réussite quand même de ce qui a été mis en prod, quoi. Ouais, bien sûr. On a un retour de Guillaume qui dit pour responsabiliser l'équipe, tu peux les faire présenter chacun une partie du travail. Ah, complètement d'accord. Comme ça, tu évites d'avoir des gens sur leur téléphone ou en train de coder. Ouais, Tout à fait. effectivement, c'est vrai que la bonne pratique, c'est que chaque développeur présente là où les fonctionnalités qu'il a développées durant le sprint. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient tous présents à la démo. Et parfois, il y a juste un ou deux développeurs qui s'y connectent. Mais complètement d'accord, je partage à 100%. C'est une très bonne pratique. Et ça permet aussi de valoriser le développeur qui a fait le travail et il sera le plus à même de présenter la fonctionnalité que n'importe qui d'autre dans l'équipe. Yes. Je vois une autre question de Virginie. Quel outil utilisez-vous pour les ateliers de conception? Ouais, super question. Est-ce que tu peux remettre la slide, s'il te plaît, Caroline, suivante? Je pense qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Pardon. On a mis Alors, quelques liens vers les outils. Ouais, alors, on a testé plein d'outils chez BAM pour les ateliers de conception. On n'est pas encore super clair sur lequel on garde. On change assez souvent. Donc, il y en a un qui s'appelle bpmn.io, qui est pas mal. Tu as YedLive aussi, qui marche bien. C'est deux outils où en fait tu vas devoir à la fin de ton schéma l'exporter et le stocker sur ton outil de gestion de projet en externe. Et du coup, là, on est en train d'en regarder des nouveaux. Il y en a un qui s'appelle Lucidchart, sur lequel, bon, c'est payant du coup, mais sur lequel tu peux tout stocker dans des dossiers, des sous-dossiers. Donc, ça peut être super efficace aussi pour générer de la documentation sur ton projet.
Donc, il y a plusieurs outils qui existent. Et voilà, celui qu'on utilise le plus en ce moment, c'est bpmn.io, mais ça change très souvent en fait, en fonction de ce qu'on trouve. J'ai une autre question de Guillaume. Comment tu as mis à disposition ta roadmap et sur quel outil? Moi, là, dans ma mission, c'est Teams qui est utilisé. Et du coup, vous pouvez créer des espaces partagés entre équipes et vous partagez en libre accès votre roadmap. Teams, ça marche hyper bien. Mais après, ça dépend vraiment des outils qui sont utilisés dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Ouais, et pour compléter, dans le cas où vous avez des managements visuels qui sont un peu complets dans vos équipes projets, un outil qui est super efficace, c'est Miro. On a commencé à l'utiliser avec le confinement. Ouais. Et en fait, vous pouvez vraiment tout faire. Vous pouvez faire des Kanban, vous pouvez mettre des liens vers des Google Slides, des Google Docs, faire des liens avec des Trello. Si vous voulez montrer des choses à des gens qui sont en remote, c'est vraiment un outil que je vous recommande. Donc, il y a une version gratuite qui est vraiment efficace pour faire déjà beaucoup de choses. Après, si votre entreprise a beaucoup d'employés, ça peut valoir le coup de prendre l'option payante. Mais je vous encourage vraiment à aller checker Miro, M-I-R-O. Mm. Bah, on l'a mis, je crois, dans la liste des outils. Ouais. Alors, on a une question de Anne-Françoise. Anne-France, pardon. Profitez-vous de la démo pour partager l'objectif du ou des prochains sprints? Dans ce cas, donnez-vous la parole aux stakeholders pour réagir. Alors, encore une fois, la démo, c'est vraiment l'objectif de cette cérémonie, c'est présenter les fonctionnalités qui ont été développées. Souvent, on consacre 1 heure à cette cérémonie et très souvent, en fait, vous n'allez pas jusqu'au bout de l'heure. Et donc, parfois, c'est vrai que les participants sont en demande de visibilité sur la suite. J'aurais tendance à dire, vous pouvez donner de la visibilité sur ce que vous êtes sûr de pouvoir engager à court terme. Mais après, pour moi, la démo, c'est pas l'objectif. Enfin, c'est pas la cérémonie qui a cet objectif-là. Mais vous pouvez. Je vois pas de contre-indication en tout cas. Sinon, on a une question de Tiffany. Avez-vous des conseils pour Ouais, améliorer question la... de Tiffany, du coup, sur comment Ouais. Ouais, pour améliorer la feedback loop entre l'équipe produit et les équipes en contact avec les clients, Customer Success, Sales, comment traitez-vous les demandes de features ou les insights remontés pour le reste de l'équipe? Tu voulais réagir, Ouais. toi, Mila? Ouais. Ouais, c'est super intéressant comme question parce que ça fait vraiment écho à une situation qu'on a vécue pendant très longtemps sur le projet sur lequel je travaille en ce moment. Donc là, en ce moment, je travaille sur une application de location de véhicules en libre service. Donc, elle est en production depuis 3 ans. On a un gros socle d'utilisateurs. Donc, on a beaucoup d'insights, en fait, énormément de choses qu'on apprend du terrain. Et le problème qu'on avait, c'est qu'on avait une très mauvaise communication entre les décideurs sur la roadmap et nous, l'équipe produit, qui avions aussi beaucoup de choses à apporter. Et en fait, ce qu'on a mis en place pour résoudre ce problème, c'est qu'on a mis en place une nouvelle instance qu'on a appelée le comité produit, qui a lieu tous les 15 jours, dans laquelle l'équipe technique, enfin l'équipe projet, a l'occasion de faire ses recommandations, de faire ses remontées d'informations sur ce qu'elle apprend. Et du coup, influencer les décisions des stakeholders sur la roadmap. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'informations qui sont quand même, il y a quand même beaucoup de sources d'infos dans une équipe produit qui sont plus facilement accessibles par l'équipe technique parce que c'est eux qui sont capables de mettre très facilement en production, par exemple, des nouveaux tags sur un plan de tagage qu'ils vont ensuite regarder sur Google Analytics. C'est eux qui ont accès plus facilement au back-office pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas sur un produit en prod. Et donc, en fait, c'est ce qui nous a vraiment manqué pendant très longtemps, c'est ce moment d'alignement et de remontée des insights. Et donc là, il n'y a pas de secret, je pense qu'il faut se parler. Et du coup, il faut créer les rituels pour pouvoir se parler. Et voilà, c'est ce qu'on a appris sur ce projet. Moi, en complément pour la deuxième partie de question, comment traitez-vous les demandes de features ou les insights remontés par le reste de l'équipe? Moi, ce que je fais souvent pour garder une trace, parce que souvent, en fait, c'est deux choses qu'on vous dit en démo, qu'on vous dit par le biais d'une réunion, et il n'y a pas forcément de trace écrite de tout ça. Du coup, ce que je fais, c'est que je trace une Jira. Dans ma mission, on utilise Jira. Je trace une Jira pour être sûr de garder la fonctionnalité remontée en tête, enfin, garder en tête la fonctionnalité. Et derrière, en fait, quand je vois que j'ai plus suffisamment de matière pour alimenter mes sprints, j'hésite pas à retourner dans mon backlog et à voir ce que j'ai. Et du coup, ça me permet de traiter des sujets à ce moment-là. Alors, dans la section questions-réponses, on a répondu à tout. Je ne sais pas si dans le chat, il y a encore...
Il y a encore des questions. Euh, il y a quel outil utilisez-vous pour les ateliers de conception? Ouais, du coup, j'ai répondu avec bpmed.io, YedLive, Et Lucidchart. Il y a une question sur l'impact, là, sur la résolution de problème. Comment fixez-vous la limite de ce qu'est un problème impactant? C'est vrai que c'est super subjectif. En fait, on ne se fixe pas de limite, hein. C'est vraiment au développeur qui fait sa résolution de problème de prendre la responsabilité de savoir s'il va au bout ou pas. Mais ce qu'on remarque, c'est que très souvent, en fait, bah, enfin, les problèmes qu'on rencontre, ils reviennent chaque jour. Et du coup, par exemple, si c'est un problème qu'on a déjà revécu la semaine d'avant, bah, on sait que c'est un problème impactant parce qu'on va revenir très souvent. On essaie de quantifier surtout, de quantifier l'impact et c'est ça qui va nous dire si oui ou non on va jusqu'au bout, quoi. Si l'impact de votre problème c'est j'ai perdu 30 minutes, bah, prendre 30 minutes pour essayer de le résoudre, effectivement, c'est pas très rentable. Mais, euh, mais d'expérience, généralement les problèmes reviennent tout le temps, donc il n'y a pas de mauvaise occasion de faire des résolutions de problèmes, quoi. On n'a pas d'autres questions. non. Et en question-réponse non plus. Les 52, je pense on peut clore ici. Surtout, n'hésitez pas à nous Ouais. contacter. Vous avez peut-être remettre nos mails. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez approfondir des sujets. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce webinaire. C'était très cool d'interagir avec vous, même virtuellement. Pour information, la session, elle est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver très vite en replay. Et ce qu'on a fait avec Guilain, on vous a mis, donc comme vous montrez tout à l'heure, la liste des outils que nous, on utilise vraiment dans notre quotidien en tant que Scrum Master, PM, PO. Et vous avez aussi, si vous êtes curieux, on a mis les liens de nos cabinets respectifs qui sont hyper riches en contenu. Et pareil, vous allez retrouver pas mal d'éléments pour améliorer votre quotidien dans le métier. On vous remercie, merci beaucoup de vous être connectés. Et comme disait Guilain, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir quelques sujets. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne après-midi. Ciao, bon week-end.